Alors bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de vipradioonline.fr, radio de l'association RVPB. Alors je suis aujourd'hui avec Laurence Dionigi pour la sortie de son nouveau livre qu'elle a coécrit avec Laurent Chilichi. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous avez sorti ce livre Les Alpes-Maritimes d'antan aux éditions Hervé Chopin, plus de 300 cartes postales anciennes pour redécouvrir le département des Alpes-Maritimes dans les années 1900. Alors, racontez-nous comment vous est venue cette idée de créer ce livre. Alors, en fait, c'est pas nous qui avons décidé de rédiger ce livre, c'est les éditeurs, donc Hervé Chopin, donc HC Éditions, qui sont venus à nous plutôt. Ils ont une collection des Alpes-Maritimes, enfin donc de tout ce qui est d'antan. Donc, ça va être Bordeaux d'antan, l'Aquitaine d'antan, Paris d'antan, donc toute une collection avec des cartes postales, parce que c'est vraiment le premier témoignage de vivant, on va dire, de cette époque-là. À l'époque, on avait plutôt des dessins ou des caricatures, on n'avait pas de photographie. Et donc, il manquait, il y avait le Nice d'antan qui existait déjà, qui est sorti en 2015, si je m'abuse, et il n'y avait pas les Alpes-Maritimes d'antan. Donc, ils ont cherché une personne pour les cartes postales. Ils sont tombés sur José Maria, qui a sa boutique du côté dans le quartier Libération. Et ensuite, il fallait chercher des plumes. Donc, José Maria, qu'on connaît, donc nous a contactés et on nous a demandé si on voulait bien prêter notre regard de journaliste, de fouineurs et fouineuses pour illustrer les cartes postales qui ont été sélectionnées par HC Éditions. Donc c'est venu comme ça en fait, hein. C'est des éditions qui sont venues à nous et pas nous qui sommes venus à la maison d'édition. D'accord, on comprend mieux, en effet. Alors justement, Laurence, vous avez une douzaine d'ouvrages littéraires à votre actif, hein, donc c'est pas votre premier livre, dont des livres jeunesse et 2 romans historiques, et notamment sur la Côte d'Azur et même sur Monaco. Comment donc, oui, alors comme vous l'en avez expliqué, l'idée est venue de votre éditeur Hervé Chopin. Expliquez-nous en détail comment ça retrace un peu l'histoire des Alpes-Maritimes d'autrefois dans ce livre avec ces cartes postales. Alors donc, moi j'aime beaucoup, comme vous disiez, donc les 2 bouquins historiques. Donc on est vraiment sur l'après Deuxième Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale dans les Alpes-Maritimes. Donc là c'était fabuleux. Donc j'ai accepté tout de suite de travailler sur les Alpes-Maritimes d'antan à la Belle Époque, car c'était une période que je méconnaissais. Bon, je connaissais l'histoire du comté de Nice, mais de vraiment rentrer dans les détails. Donc depuis, on va dire 1860, qui est la date de rattachement du comté à la France, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la Belle Époque, une époque belle dans le sens donc pas de guerre, où il y a eu un changement de société au niveau technologique, au niveau par exemple l'électricité qui a commencé à arriver dans les maisons, le chemin de fer, donc au niveau du transport, l'industrialisation, les méthodes aussi au niveau agricole qui changent, et aussi le mode de vie des Français, des Françaises. Par exemple, l'école est obligatoire pour tous et toutes, donc ce qui est intéressant parce qu'il a fallu chercher des professeurs, et ça on le raconte dans le livre parce qu'on a des photographies des premiers établissements scolaires dans la région. Où, alors tenez-vous bien, il y avait 94 enfants par classe. C'était énorme. Un seul plat de 30 élèves. Mais à l'époque, c'était pas du tout prévu qu'il y ait les filles qui aillent à l'école. Hein. Donc, je vous rappelle que l'école obligatoire, c'est que pour les filles, c'est 1887 de mémoire. Et donc du coup, il fallait rajouter des filles. Donc, ça faisait un surplus d'enfants. Et également, il fallait trouver des enseignants qui ne soient pas des religieux. Hein. À l'époque, c'était les curés qui faisaient les cours. Là, on commençait déjà avec la loi Goblet d'interdire, donc on est vers la laïcité dans le sens on interdit toute religion d'enseigner. Donc il a fallu chercher des professeurs. Donc ça, on l'explique dans le livre. Donc on est loin un petit peu du faste de la Belle Époque où quand on pense à la Belle Époque, les Alpes-Maritimes, on pense au palace, à la reine Victoria d'Angleterre, les tsars, on pense aux Anglais. Et donc là, il y a cette partie-là du littoral qui se développe avec des grands palaces, avec l'amélioration du littoral, mais il y a également le quotidien des Niçois, des Azuréens et Azuréennes, parce que le livre retrace tout le littoral, mais les grandes villes, mais également l'arrière-pays.
avec la montagne, la ville et montagne. Donc des petites choses du quotidien comme l'école, comme je disais, donc on a des cartes postales, on voit par exemple le lycée Calmette qui n'avait pas de nom à l'époque, c'était le lycée de jeunes filles, donc après le nom a été donné, donc tout un pan de la société qui se modifie. Alors c'est aussi les jeux, alors là c'est bien parce que par exemple le tennis donc a été amené par les Anglais, des loisirs des hivernants qui venaient passer les vacances, enfin pas les vacances, les venaient sentir le bon air, profiter du climat l'hiver pour loin de la grisaille de l'Angleterre ou le froid de Russie. Donc ils venaient donc sur la Côte d'Azur se ressourcer et ils ont amené avec eux leur mode de vie et leurs loisirs. Donc le tennis est apparu à Cannes, le golf c'est un Russe contre toute attente qui a mené ce loisir sur la Côte d'Azur. Il y a tout ce qui est hippodrome aussi qui a été construit. Il y avait les premiers avions aussi. Donc on est vraiment dans une ère où il y a le loisir et la technologie, comme par exemple les avions. Donc par exemple, on raconte dans le livre qu'il y a un Villefranchois qui a atterri lors de la fête des Coucourdons au parc des arènes de Cimiez. Hein, vous savez, là où il y a le côté du actuel musée Matisse. Donc c'était rigolo. Donc c'était une prouesse. On imaginait maintenant mettre un petit avion, un avion qui a atterri dans le jardin. Donc il y a tout un changement de vie. Il y a le carnaval qui existait déjà, mais grâce aux hivernants, grâce à l'apport du train, grâce à un tourisme qui se développe petit à petit dans ces années où on découvre le vivre, les loisirs, cette région qui était un petit peu en retard par rapport aux autres découvre donc d'autres manières de profiter de la vie. Et ça se traduit donc à travers les cartes postales et puis donc on explique avec différents pans. Donc bien sûr il y a les fêtes patronales qui étaient bien importantes. On peut voir le cyclisme, la naissance du cyclisme, la naissance des premières courses automobiles, hein, parce qu'on est vraiment dans cette mouvance à la belle époque. Vous voyez, la technologie, tout ça, ça vient avec. Alors c'était une fête, on voyait alors c'est rigolo, on raconte aussi dans le livre. Les routes, il n'y avait pas de goudron. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelques voitures automobiles qui passaient, ça soulevait une poussière pas possible. Donc, les habitants étaient vraiment offusqués parce que ça salissait le linge ou ça faisait du bruit. Donc, il y avait une interdiction de circuler. C'est rigolo parce qu'on en vient un petit peu aujourd'hui par rapport aux nuisances. Là, c'était une question de bruit, mais surtout de poussière. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, il faudrait peut-être mettre une sorte d'asphalte, quelque chose pour éviter qu'il y ait de la poussière. Donc, il y a toute une vie qui s'est développée, différente des siècles passés, on va dire. On change vraiment d'univers, on rentre dans l'ère moderne. Voilà, donc les bugadières dont je parle bien sûr dans le livre avec ces femmes qui faisaient la bugade, hein, donc nettoyer ça faisait 3-4 fois par an. Elles faisaient la lessive dans les paillons notamment, et puis dans d'autres rivières pour les autres villes. Et petit à petit, il y a le confort qui est arrivé. Heureusement pour ces femmes qui se courbaient en deux et avaient mal au dos pour faire ce travail complètement inintéressant et harassant. Donc on voit un petit peu comment les habitudes ancestrales vont être modifiées au fil du temps en rentrant dans l'ère moderne, et grâce aux cartes postales, on a un témoignage de ces moments-là, de ces moments de vie avant et de transition. C'est ça qui est intéressant. D'accord, c'est un livre qui reste dans les mémoires, quoi. Voilà. C'est un livre qui reste dans la mémoire et on apprend un tas de petites choses. Donc, par exemple, le carnaval, on balançait des billes de plâtre. Alors, vous imaginez, ça fait mal sur la figure. Donc, ça a été remplacé par les confettis. On apprend qu'il y a eu l'explosion des restaurants et des cafés. Ça, c'est rigolo, ça, parce que c'est aussi cette période-là où on a envie de sortir. On va dehors et on s'approprie la rue. Donc, il y a aussi des aménagements avec tous les grands boulevards, hein, Haussmannia, par exemple, sur Paris, mais également de toute la France en a profité pour élargir les rues. À Antibes, par exemple, on casse une partie des remparts parce qu'il y a donc l'afflux des migrants qui viennent travailler, puis il y a de plus en plus de tourisme, puis les palaces sont immenses, donc il faut de la place, donc on va casser des vieilles bicottes qui sont toutes moches pour faire quelque chose de plus beau, de plus facile, de plus grand, donc il faut des villes, donc on va dehors, donc il y a des cafés, donc on a envie d'aller extérieur. Les femmes peuvent aller dans un café, ce qui est des restaurants seuls, alors qu'avant c'était interdit. Et ce qui est vraiment très rigolo et propre à la région
région niçoise, enfin de l'azuréenne, c'est que les menus étaient en anglais, français et anglais, déjà à l'époque, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y avait les hivernantes qui venaient donc passer l'hiver pour profiter du climat méditerranéen, et bon, ils comprenaient pas forcément le français, donc il y avait déjà des traductions des menus, ce qui a permis, du coup, de promouvoir la cuisine française. Hein, ça c'est rigolo, tout est lié. Par exemple, Auguste Escoffier, qui était sur Villeneuve-Loubet, donc a codifié la cuisine aussi, et a fait la promotion de la cuisine méditerranéenne, et s'amusait à donner des noms de plats ou de desserts aux têtes couronnées et aux célébrités, parce que qui dit tête couronnée dit aussi, on va dire, une cour royale, entre guillemets. Ils se voyaient, en fait, comme ils se voyaient dans leur pays, ou lors de signatures de traités, ou de mariages, juste comme ça. Ils se voyaient également à Nice, pour des fêtes, donc pour se réunir, pour jouer au golf, pour monter à cheval, mais également pour aller au restaurant. Donc du coup, il y avait toute une nouvelle industrie qui est née avec la Belle Époque, liée aux hivernants. Donc une codification des plats, les restaurants qui sont plus beaux, avec plus luxueux. Donc on va mettre aussi sur les tables des jolies fleurs. Donc du coup, l'industrie de fleurs va également se développer, parce qu'on va mettre des compositions florales, chose qui n'existait pas avant, ou du moins autant. Ça qui est rigolo, c'est que tout est lié. Et donc on se montre, on est là pour un petit peu déjà comme aujourd'hui, hein, sur la croisette, donc on montre, on se montre dans ces nouvelles toilettes, donc c'est vraiment intéressant, comme et on le ressent à travers les cartes postales et tout le travail de recherche qu'on a pu faire. Donc on s'appuie sur beaucoup de bouquins, on a vu des historiens, tout ça, et c'est assez complet. Parce que on s'est basé sur les cartes postales, le fonds précieux de José Maria, mais qui recoupe en fait toute la vie et tous les pans de la société en termes économiques, sociales, de loisirs aussi de l'époque, hein, puisqu'on parle des industries, des métiers, donc des fêtes, des marchés, des foires, des châteaux, des plages, hein, donc des excursions dans l'alpinisme, vous voyez, c'est assez des routes, des tunnels, tout ça qui se développe également pour relier la montagne, les vallées au littoral, hein, parce qu'aussi les hivernants veulent aller se balader, ils veulent découvrir, et même pas que les hivernants, les locaux aussi veulent aller faire un tour à Valberg, à Beuil, donc on a des photos de Beuil, de Guillaume, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les villages, parce qu'il y avait des fêtes, et puis que c'était sympathique, il y avait des randonnées, on découvre tout ça en fait, une industrie du plaisir, du loisir, qui ensuite sera plus codifiée après la Première Guerre mondiale, avec, et là ça devient vraiment une véritable industrie. Je pense à l'industrie de l'or blanc, par exemple. Donc les premières remontées mécaniques, c'est plutôt 1930. Avant, on faisait pas vraiment de ski, on faisait de la luge, on faisait un peu des raquettes. Alors il y avait vraiment les premiers. Il y avait un peu de ski, mais il n'y avait pas de remontée, disons. On descendait, on montait, on descendait. On voit des photos, on voit des militaires, parce que on parle aussi des militaires, des garnisons, parce qu'on avait peur que les Italiens nous attaquent. Donc il y a aussi donc tous ces camps qui se construisent, et donc on voit les militaires, les Diables Bleus qui sont en train de skier. C'est rigolo ça, donc dans les montagnes. Donc mais plus on voit le côté loisir est pris en photo, donc et ensuite mis en carte postale pour montrer donc ces instants de vie. D'accord. Bah justement, dans cette interview, on a un aperçu d'une quarantaine de cartes postales que vous nous aviez confiées, qui ont été faites qui ont été données par José Maria. Et donc, les auditrices et les auditeurs peuvent les voir en ce moment où on se parle, dans notre enregistrement sonore. Oui, non, il y en a beaucoup. On n'a pas tout envoyé, parce qu'il y en a tellement. Puis il faut aussi découvrir. On a envie d'aller au-delà. Donc franchement, ça a été une belle expérience. Hein, parce que moi j'étais plutôt j'aime beaucoup l'histoire, que ce soit l'histoire de l'art, parce que j'ai écrit 2 bouquins sur l'art, et sur l'histoire, mais plutôt de Deuxième Guerre mondiale, donc un petit peu avant et surtout après. Mais là, c'est vrai que la Belle Époque, c'est incroyable, quoi. On a envie d'y retourner, entre guillemets. On pouvait avoir une machine pour remonter le temps. C'est vrai que j'aimerais bien retourner à la Belle Époque. Voilà. Après, peut-être pas dans
des quartiers malfamés, parce que quand même, il y avait aussi la misère. Alors ça... Par contre, on l'a beaucoup moins en carte postale, parce qu'il y avait aussi des grèves, il y avait comme beaucoup de misère, il y avait des maladies, la tuberculose, il y avait, c'était quand même compliqué. Donc, par exemple, dans le livre, il y a une photo d'un petit ramoneur qui a 5-6 ans. Il faut se rappeler que les premières lois, donc là aussi ça va de pair avec le changement de société et avec l'industrialisation et les usines, eh bien les enfants travaillaient à 5-6 ans, et tout le monde travaillait. Et là on voit un petit ramoneur, il est tout noir, donc du coup il y a eu les premières lois pour interdire le travail des enfants avant 12 ans. Donc il y a tout ça qui se met en place, c'est pendant cette période où il y a vraiment, comme je disais, un changement de société, mais pas qu'au niveau industriel, pas qu'au niveau agricole, pas qu'au niveau logistique, mais également au niveau du mode de vie. Donc le loisir, le plaisir, et aussi donc on commence un peu à protéger les naissances des premiers syndicats, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment passionnant, et je pense que la Belle Époque, c'est une époque charnière qui ensuite va diriger ou va orienter plutôt, ce qu'on est dans le passé, les différentes sociétés. D'accord. Comment ça façonne en fait, comment ça a été développé à cette époque-là. Et après il y a peut-être en Allemagne, il y aura peut-être plus d'industrie parce qu'il y a plus d'énergie fossile, donc du coup il y aura moins de cela. Vous voyez, là ici sur la région azuréenne, c'est plus le littoral parce qu'il y avait de la pêche, et comme il y a le soleil, ça attirait un autre public. Donc comme tout est lié, comme aujourd'hui encore, les choses n'ont pas changé, entre guillemets, ou moins, pas tellement changé. Eh oui. Alors Laurence, un petit mot sur vos multiples activités, puisque vous êtes journaliste pour des médias et des associations dans la région niçoise, vous êtes conférencière et formatrice. Oui, tout à fait, oui, donc j'ai plusieurs métiers. Oui, je suis journaliste à 50-50, le magazine de l'égalité femmes-hommes, et puis aussi j'interviens à la Strada, et conférencière. Donc d'ailleurs j'ai une prochaine conférence sur les femmes, le statut des femmes au Moyen-Âge, mais je fais également pas mal de choses sur Nice, l'après-deuxième guerre mondiale, et avec Monaco sur l'occupation. Je fais des conférences donc du côté plus historique, pas forcément que sur les femmes, assez variées. Et puis oui, je suis aussi formatrice, donc pour tout ce qui est les ados, et surtout le personnel en lien avec les ados. Voilà. Alors, on revient un petit peu au livre quand même. Évoquons ensemble vos prochaines actualités et les dédicaces littéraires pour ce livre, donc Les Alpes-Maritimes d'antan, que vous avez donc coécrit avec Laurent Kilichi. Alors le 25 novembre, je serai à la librairie Jean Jaurès l'après-midi, donc pour échanger avec les lecteurs et les lectrices de Nice, et je serai au salon de Roquebrune Cap-Martin le 2 décembre. Et après pour 2024, j'ai pas encore le planning, mais bon, sûrement dans les différents salons. Voilà, donc s'il y a des librairies qui seraient intéressées pour nous recevoir avec Laurent Kilichi ou moi-même, eh bien nous sommes preneurs et preneuses. Voilà, c'est une idée de cadeau de Noël, ou une idée pour soi, à découvrir, pour s'approprier davantage l'histoire des Alpes-Maritimes. Eh bien, très bien. Alors, rappelez-nous, dernière question, rappelez-nous vos coordonnées pour que les auditrices ou les auditeurs puissent s'interroger s'ils ont besoin de questions sur ce livre. Voilà, si vous pouvez nous donner votre site internet et puis vos réseaux sociaux. Alors, je suis sur donc Laurence Dionigi Lunati, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et j'ai un site web, donc www.laurencedionigi.fr, où là il y a différentes casquettes et des différents ouvrages que j'ai déjà publiés, ainsi que certains articles que j'ai écrits. Voilà. Eh bien, merci à vous. Et puis en tout cas, donc ce livre, Les Alpes-Maritimes d'antan, vous pouvez le retrouver aux éditions Hervé Chopin. Merci à vous, Laurence. Bonne journée.